c'est que c'était vachement bien tout ça. C'était vachement cool. Bonjour et bienvenue pour cette critique à chaud dans la grotte qui reviendra sur l'Odyssée de Christopher Nolan. Promets-moi de rentrer. Et si je ne peux pas? Bon, ben on a du bel ouvrage, hein. On sent bien Nolan à la réalisation. Il colle encore une fois à ses thèmes, particulièrement celui qui développe depuis Inception, celui d'essayer de faire totalement nawak au niveau de la chronologie. Honnêtement, je pense que vous allez passer un bon moment. Moi, j'ai encore le souvenir de la vieille adaptation de l'Odyssée qui date de je sais même plus quelle année, mais qui est restée très chère à mon cœur pendant longtemps, étant très attaché culturellement à la mythologie grecque, que j'ai toujours trouvé fascinante. Donc, avoir un regard neuf, avec un regard aussi réaliste et terre-à-terre que celui de Nolan pour adapter une mythologie aussi connotée que ça, j'attendais de voir. Évidemment, j'ai quelques griefs contre le film, parce que sinon ce serait pas drôle, mais globalement, je recommanderais, je pense que vous allez passer un bon moment. Par contre, faites attention un petit peu, je pense que dans les versions ciné, le mixage son est vraiment pas ouf. Ce qui m'a pas mal marqué dans le film, c'est le travail des bruitages. On est dans un océan, on a des bateaux, les bruitages sont très développés, et font tout pour nous faire vivre l'ambiance dans laquelle se trouvent nos personnages. Le truc, c'est qu'il y a un petit souci au niveau du mixage, ce qui fait que, au niveau des dialogues, tout passe nickel, mais quand il y a certaines scènes un peu plus intenses, ça vrille les tympans. Et c'est vraiment dérangeant par moments, au point où j'ai dû me boucher les oreilles durant plusieurs minutes d'affilée. En ce qui concerne l'histoire, je veux dire, c'est l'Odyssée, quoi. Après la guerre de Troie, que nous compte l'Iliade, le truc qui se passe avant l'Odyssée, donc. Le film s'appelle l'Odyssée, hein, mais tu peux le renommer l'Iliade et l'Odyssée. Vraiment, je te raconte un peu les deux. Avec un peu moins de détails pour ce qui est de l'Iliade, mais globalement, dans les grosses lignes, on te raconte un peu l'histoire de l'Iliade du point de vue de Ulysse. Donc globalement, il y a la guerre, et une fois qu'on a gagné la guerre, faut rentrer à la maison. Sauf que c'est la galère de rentrer à la maison. Et du coup, on rentre pas à la maison. Pourquoi ça me met les maîtres de l'univers? M'en fous, moi, des maîtres de l'univers, je peux même pas l'utiliser. Ouais, je reviens. J'en étais où, moi? Oui, globalement, c'est l'histoire d'Ulysse qui revient à Ithaque, qui essaye de revenir à Ithaque en affrontant toutes les épreuves que les dieux mettront sur son chemin, afin de retrouver sa belle et son fils, qui elle-même est accourue par une horde de C'est l'Odyssée. Tout le monde connaît, Que ce soit de près ou de loin, c'est une œuvre qui parle à beaucoup de monde et dont l'histoire est assez universelle. Ce qui va être très intéressant, ça va être comment adapter cette histoire de manière un peu plus moderne avec la vision très réaliste et terre-à-terre qu'aime apporter Nolan. Quand il adaptait du comics, il nous a fait The Dark Knight, traitement très terre-à-terre, beaucoup moins coloré, un peu plus sombre, mais qui est beaucoup plus malin au niveau de sa narration et de son développement de personnage, notamment pour la compréhension des idéaux de chaque perso. Même chose pour ses autres films, que ce soit Inception, que ce soit Tenet, il essaye toujours de traiter un sujet, même si ça y mêle un élément de science-fiction très peu réaliste, de le développer de manière la plus terre-à-terre et réaliste possible. C'est ce qu'il aime faire. Si possible, sans CGI. Et honnêtement, ça passe. Hein, t'y crois au bazar? Un petit élément que je peux donner sans spoiler, c'est la raison même de la bataille de la guerre de Troie. Dans le mythe original, je vais vous spoiler un peu le bazar, c'est globalement comme dans le film. On a des bails de Agamemnon veut prendre la cité de Troie pour récupérer une nana qui était en crush sur un autre gars et ça a mené à toute une bataille. Globalement, Roméo et Juliette, hein, c'est littéralement ça, qui veulent être ensemble, mais du coup les familles, ils sont pas contentes, et du coup bagarre. Sauf que là, il y a un gagnant. Et c'est tout dans le mythe de base. Là, on t'a rationalisé un peu ce bazar-là avec des compagnons d'Ulysse et Ulysse lui-même qui te racontent globalement, ils utilisent ça comme un prétexte pour des enjeux politiques, et tout ça, ça te fait vivre le bazar. T'as une vraie ambiance de guerre qui se ressent et qui est crédible, dans ses bons comme dans ses mauvais côtés. En tant qu'adaptation, c'est assez fidèle, voire même très 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 fidèle. Les seuls changements vont être au niveau de l'interprétation
de certains signes ou événements, mais on a quelques éléments et événements du conte original qui ne sont pas dans l'histoire, car un peu trop connotés divinité. À un moment dans l'Odyssée, t'as littéralement Hermès qui descend avec ses petites ailettes là, et qui dit à Ulysse « méfie-toi de cette dame, elle est pas gentille !» Bon, ça, tu pouvais pas vraiment te le permettre dans ce genre d'adaptation. Ce qui fait que visuellement, t'as beaucoup de trucs qui font vraiment zéro CGI, et ça appauvrit par moments quelques scènes qui auraient pu être beaucoup plus impactantes de jouer là-dessus. T'as notamment, pour camoufler le peu d'effets spéciaux en CGI qu'il y a dans le film, il utilise soit beaucoup d'ombre, ce qui rend très bien pour une séquence qui se veut un peu plus horrifique, mais t'as un moment qui se veut un peu plus, on va dire, positif dans sa façon de voir la scène. Voilà, c'est censé se passer bien. T'as un effet spécial qui est camouflé via plusieurs mouvements de caméra. Un simple petit travelling horizontal qui te planque l'effet spécial, mais ça rend le bazar beaucoup plus compact, beaucoup plus serré, beaucoup plus claustro. Ce qui fait qu'on ressent pas le soulagement qu'on devrait avoir. Mais en soi, tout ça, c'est du chipotage. J'en parlerai un peu plus en partie spoil, parce qu'au niveau no CGI au moins possible, et réalisme à outrance, j'en dirai plus en partie spoil. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles les gens se plaindraient du casting, et je comprends pas pourquoi. Tout le casting est impeccable. Non seulement c'est bien choisi, mais en plus de ça, ils sont tous super bons. Sans déconner, je me suis fait la réflexion, je crois que c'est l'une des meilleures performances de Tom Holland. Le gars est dirigé d'une main de maître et nous offre une prestation mais vraiment fantastique. Le gars, on sent le mal dans lequel il est, on sent les raisons pour lesquelles il agit comme il agit et pour lesquelles il pense comme il pense. Il a toutes les raisons de ça et il nous livre une prestation qui est vraiment crédible. Et ça fait plaisir à voir, sachant que le pauvre, au niveau jeu d'acteur, il avait pas grand chose à bouffer côté MCU, et du côté de ses films solo, je pense qu'il était surtout un peu mal dirigé. Mais franchement, bravo, sans déconner, il y a à peine 10 ans, il arrivait à peine dans son premier rôle dans le MCU, aujourd'hui il joue avec Christopher Nolan, sans déconner, bravo mon gars. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent de Zendaya, en soi, dans le film. Et je vois pas pourquoi non plus, mais ça je devrais l'apporter en partie spoil, parce que sans spoiler, on se rend pas forcément compte d'à quel point le personnage de Zendaya est pertinent, et très subtil et intelligent dans sa façon de nous faire comprendre le point de vue d'Ulysse. Bien sûr, au niveau de l'AREA, c'est magnifique, la photographie est très sobre. Au niveau des couleurs, il y en a pas tant que ça. Les couleurs, elles sont là pour les fanions de la guerre, pour les fanions militaires de l'armée grecque. Bon, je viens de finir la séance, mais ça me donne l'impression qu'au fur et à mesure de son aventure chronologiquement, les couleurs disparaissent au fur et à mesure que son espoir diminue. Sans spoiler, encore une fois. Mais en soi, c'est assez pertinent. Son œil au niveau de la mise en scène est toujours aussi bon. Et un truc qui est vachement chouette, c'est que dans ses précédents films, comme je disais, sa façon de réaliser était très académique. On filme ce dont on doit filmer, de manière très scolaire, et ça marche, je dis pas le contraire, mais du coup ça rendait pas sa façon de filmer très intéressante d'un point de vue analytique. Ce point de vue qui a changé depuis Oppenheimer, plus de plans très intérieurs, très fantasmagoriques, et là c'est encore le cas, sa mise en scène a évolué, il est parfois, on va dire, plus abstrait, on va s'amuser sur certains mouvements de caméra, et surtout, au niveau du montage, les scènes de bagarre, oh il a pris du niveau depuis The Dark Knight. Ce qui fait qu'on a une réalisation qui est très cohérente de bout en bout, mais ce qui fait que ce film est principalement un film de Nolan, c'est la chronologie de son récit. Car j'ai l'impression que Nolan est incapable de nous sortir un film linéaire dans son histoire qui commence à un point A, qui passe par un point B, un C pour finir à un point D. À chaque fois, c'est dans le désordre. Et en soi, ça passe super bien. La narration est assez bien foutue pour que tu comprennes tout. T'arrives à remettre les morceaux dans l'ordre tout seul. Et ce qui crée même des petits jeux où tu as l'impression de voir une scène qui est très fantasmée, une scène de rêve qui s'avérera être un payoff plus tard. Ce qui fait qu'en soi, si tu y réfléchis bien, tu peux avoir l'intégralité du film
dans les 5 premières minutes. Mais bien sûr, tu le comprends que quand t'as vu tout le film. Bon, je vais avoir du mal à argumenter plus que ça sans spoiler, donc partie spoil. Oh là là, c'est le spoil. Oh, ça m'avait manqué. Ça fait longtemps, non? Donc oui, mes griefs envers ce film. Je vais commencer par les griefs, puis ensuite je vais finir par les points positifs, hein, quand même. J'ai pas pris de notes cette fois. Je me suis laissé totalement envahir par le bazar, ce qui fait que le film, il est passé tout seul comme ça. J'étais là avec mon popcorn, miam 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 miam, et c'était super, hein. Mais j'ai quelques griefs. Encore une fois, comme je disais, je suis attaché au matériel de base, et je ressens comme un petit manque. J'ai l'impression que, en somme, le film, ils auraient pu enlever un petit quart d'heure, car il y a un moment du film où j'ai trouvé le temps un peu long, puis après ça redémarre, parce que le rythme est super bien géré. J'aurais bien aimé qu'ils mettent des scènes supplémentaires qui sont dans l'œuvre de base, mais encore une fois, ça aurait nui à la façon de traiter l'Odyssée de Nolan, qui veut virer tout ce qui faisait de cette histoire une histoire un peu mythologique. Les dieux, on essaie de les passer le plus possible à la trappe pour leur donner une interprétation plus terre-à-terre. Bien sûr, on a un bestiaire, on l'a vu dans la bande-annonce, hein, on a des espèces de chevaliers chelous, ça pour le coup, je sais pas du tout d'où ils sortent. Il faut peut-être que je relise le bouquin, parce que je sais pas du tout d'où ils sortent. T'as Polyphème, qui n'est jamais nommé, mais dont on apprend qu'il est le fils de Poséidon. Mais hormis l'apparition d'Athéna, y a pas de dieu dans ce film. En tout cas, on nous les montre pas. On les interprète, mais on nous les montre pas. C'est un problème pour moi, mais ça fait totalement le sel du film, dans le bon sens. C'est ça qui en fait une œuvre vraiment pertinente, et j'aime beaucoup cet aspect-là, tout en ressentant un manque là-dessus. Comme je disais, hein, t'es censé avoir une partie... En gros, t'as une partie où tu as Hermès qui descend du ciel pour avertir Ulysse que Circé est une ennemie et qu'elle a transformé les compagnons de notre bon Ulysse en bestiaux. T'as une autre partie où tu as Éole qui apparaît pour... Enfin, t'as Ulysse qui trouve Éole pour enfermer une tempête dans une espèce de jarre ou de... Je sais plus, je crois que c'était une vessie de chèvre, une connerie du genre. Mais tout ça, c'est passé à la trappe parce que, étant terre à terre, comme je l'ai dit avant, il étoffe le récit politique, mais aussi mythologique. Ce qui fait que, au lieu d'avoir un Ulysse qui a offensé les dieux, en l'occurrence Poséidon, en le reniant totalement, en le mettant au défi et ayant en plus crevé l'œil de son fils, là, on a un Ulysse qui devra braver tout ce que Poséidon va lui cracher à la tronche, car Poséidon a maudit Ulysse, jusqu'à réussir enfin à se détacher de ça, à se, entre guillemets, faire pardonner, en faisant pénitence et en enfin le droit de retourner sur son île natale pour réclamer sa vengeance et se débarrasser de tous les prétendants. Là, ici, on a Ulysse qui est face aux responsabilités de ses actes. On te montre que ce monde où certes les dieux sont moins présents, mais où les croyances sont-elles beaucoup plus respectées, normées et régies par des lois. On nous parle dès le départ de la loi de Zeus. Tu accueilleras le voyageur tel que tu aimerais être reçu. C'est en gros, si t'as un pégu qui veut rentrer chez toi, tu lui files à bouffer, tu l'accueilles, tu le laisses dormir, tu le mets bien, quoi. Sinon, c'est une offense, car cela pourrait être un dieu déguisé. Et tout part de ce postulat de base. Le principe que, durant la guerre de Troie, à l'initiative d'Ulysse, la règle de Zeus a été brisée. Et c'est durant la bataille finale où ils ont pris Troie qu'il prend conscience de ça et de sa responsabilité là-dedans, du fait que tout ce peuple, la Grèce, tout ça, a fondé leur société sur la croyance aux dieux et au respect de ses règles. C'est comme ça que la société fonctionne et où cette société grandit, s'épanouit et devient de plus en plus mature, philosophe et raisonnable. De fait de cette trahison de la première loi, de la loi la plus importante, la loi du dieu ultime, cette société est brisée, si bien que leur vagabondage va mener à un mythe, le mythe du peuple de la mer qui pille, vole sans scrupule, sans respect des dieux. Du coup, Ulysse, au lieu de simplement vouloir rentrer chez lui en affrontant la colère des dieux, n'arrive pas à rentrer chez lui car il ne se pardonne pas le fait d'avoir détruit tout ce que le monde avait créé. Et ça, c'est pertinent. À l'origine, l'un des plus grands dangers de cette Odyssée est Calypso.
Calypso qui tombe éperdument amoureuse d'Ulysse et qui le maintient à son chevet grâce aux fleurs de lotus. Ça a été repris un peu partout, hein, même dans Percy Jackson, tout ça, machin. Et c'est pas censé être vraiment une méchante, pas vraiment une gentille, c'est censé être une espèce de... C'est pas une divinité, c'est pas une déesse, je saurais pas vraiment dire. C'est pas une humaine en tout cas, de base. Bon, là si. Là on en fait vraiment une dame qui vit seule, qui a sauvé Ulysse, qui s'est échoué sur sa plage, et qui lui a donné des fleurs de lotus, non pas pour l'amadouer ou pour exercer un contrôle sur lui, mais simplement pour l'aider dans ses tourments, vu à quel point il commençait à péter les plombs. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un récit initiatique sur un héros devant braver les épreuves des dieux, tu as l'épreuve d'un homme devant affronter ses propres tourments, les conséquences de ses actes. Et les conséquences de ses actes, c'est extrêmement bien adapté du fait que, à la base, il s'est retrouvé dans cette mouise parce que cet idiot a donné son nom à Poséidon et à Polyphème. Bah oui, à la base, il avait fait le bon choix en se présentant à Polyphème. Polyphème, c'est le cyclope, hein. À Polyphème en se présentant sous le nom de personne, ce qui fait que quand il lui crève l'œil et que Polyphème appelle son daron « Eh oh papa, personne m'a crevé l'œil, punis-le !» Mais enfin, c'est qui personne ? Bah c'est personne ! Et le gars, du haut de son bateau, il fait « N'oublie pas, c'est Ulysse qui t'a battu !» Débile. Là non, c'est les conséquences de ses actes et on te travaille le fait qu'il n'était pas prêt à rentrer chez lui, qu'il ne voulait pas vraiment rentrer à cause du poids de la honte qui est en face de lui. Et toute cette honte est représentée par le personnage de Zendaya qu'on comprend, en tout cas qu'on croit être Athéna. Bien sûr, durant tout le film, Ulysse va avoir des apparitions de Zendaya où lui-même va dire « Athéna m'est apparue ». Le truc, c'est que dans le climax, on se rend compte de la réalité du bazar. Zendaya ne joue pas Athéna. Zendaya joue une gamine qui a été tuée froidement durant la bataille de la guerre de Troie. Et ce qui la suit, c'est non seulement la promesse à Athéna qu'il n'a pas tenue, mais aussi le fantôme de cette jeune fille qu'il ne connaissait pas, qui le hante. On te fait un parallèle direct avec cet enfant et la statue d'Athéna, comme si, bon, le fait d'avoir décapité cet enfant, décapité Athéna, donc voilà, on peut se dire que c'était la déesse déguisée, mais vu que Nolan ne veut mettre aucun dieu dans ce film, j'aime à penser plutôt que ce personnage n'est pas Athéna, mais simplement un fantôme qui le hante, lui personnellement. Ça remue de se rendre compte de ça, quand Ulysse se rend compte de l'implication de ses actes, de ce qu'il a accompli, en bien comme en mal, d'essayer d'interpréter ses tourments comme il le peut, et d'au final se rendre compte que tout ça, c'est de sa faute à lui. Jusqu'à réussir à l'assumer, à répondre de ses actes, à tenir toutes les promesses qu'il avait faites, pour avoir sa happy end. Car il la mérite, sa happy end. Mais enfin voilà, c'était mon avis sur l'Odyssée de Nolan, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et insérer votre meilleur pouce. Sur ce, prenez soin de vous et de vos œuvres, et au cas où on se reverrait pas d'ici là, une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao. Bande de gens. Bon, comme je vous l'ai dit, une petite annonce, entre guillemets, c'est plus une espèce de petit constat que je veux faire avec vous. Pour la simple et bonne raison que vous avez dû le remarquer, ceux qui me suivent, hein, le rythme est un peu chaotique ces temps-ci. Faut dire, avec la canicule, tout ça, le bazar, c'est un peu la galère, parce que mon ordi, il est en PLS à cause des chaleurs. J'essaie de sortir des trucs, voilà, pour l'instant, j'essaie de me maintenir avec les shorts. Disons que le souci, c'est que j'avais écrit toute une vidéo, un bon film sur les maîtres de l'univers, de 78, il me semble, avec Dolph Lundgren. Le souci étant que j'ai appris que, bon, ce film-là, ayant été produit par la MGM sont un peu vénères en ce qui concerne les droits d'auteur et n'hésite pas à striker dès le moindre extrait. Du coup, je dois me rabattre sur autre chose. Donc, il y aura forcément du retard. Sachant aussi que, été oblige, j'aurais bien aimé pouvoir me prendre un petit peu de repos. Et surtout que, vous en faites pas, il y a des grosses vidéos qui sortent. Je sais que la vidéo Good Omens a pas mal fonctionné. Franchement, merci beaucoup. Vous êtes dingue. On a dépassé les 430 vues, là, au moment où j'enregistre. Vous êtes des malades, merci infiniment, c'est trop cool. Même si j'ai remarqué que, bon, 60% des gens qui ont vu cette vidéo n'étaient pas abonnés. Je vous en veux pas.
Je vous en veux pas, abonnez-vous si ça vous plaît, c'est tout, hein, moi m'en fous. Mais niveau grosse vidéo, bon, actuellement a été tournée une vidéo, une vision sur les backrooms, voilà, là je tease, qui est actuellement en production. C'est-à-dire que tous les rushs sont tournés, là on s'occupe de la modélisation des décors, ça grossit. Ça grossit. Oui, je fais des trucs un peu plus ambitieux, voilà, j'espère que ça vous plaira. Mais je voulais surtout vous demander votre avis par rapport au rythme. Sachant que bon, je fais pas énormément de vues, hein, vous le remarquez, c'est une petite chaîne. J'aurais aimé savoir si vous seriez toujours là, si jamais j'espacais encore le temps entre les vidéos. Car en soi, moi mon idéal serait de pouvoir poster une vidéo toutes les 3 semaines, un mois, mais une vidéo un peu vénère où je puisse avoir le temps de travailler correctement dessus. Quand je fais un format, un bon film, il me faut généralement, faut que je vois le film au moins 2 ou 3 fois, histoire de bien écrire mon texte, tout ça, ça me prend au moins 2-3 jours d'écriture. Je prends une journée complète pour la tourner, et après c'est du montage, avec les effets, certains effets spéciaux, tout ça, et les musiques quand j'en fais. C'est aussi ça qui me plaît, c'est d'essayer de faire un peu tout. Si vous avez vu la vidéo Good Omens, vous en êtes rendu compte, hein, je m'occupe de la photo, des sketchs, je joue la musique. J'ai fait le générique en animation, ça m'a pris une semaine. Ça m'a pris une semaine de faire ce générique. Mais bon, le résultat à payer, moi je suis très content. Franchement, merci à vous. Je voulais aussi dire merci pour les 200 abonnés. On a dépassé les 200, vous êtes comme ça. Mais enfin voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous préféreriez que je m'acharne un peu à être un peu plus régulier dans le sens essayer de faire une vidéo toutes les 2 semaines, même si c'est compliqué, auquel cas je vous demanderai quand même de me laisser quelques temps de vacances, histoire que je puisse faire des vidéos d'avance, au moins, là-dessus. Ou alors, est-ce que vous seriez encore présent, est-ce qu'il y aurait le même nombre de vues, si jamais j'espaçais un peu plus les vidéos pour pouvoir les travailler un peu plus longtemps. Parce que ce qui marche le mieux pour l'instant, c'est le format hors série, qui est bien, c'est cool que ça fonctionne parce que, bon, moi j'aime parler de cinéma, mais si vous aimez les séries, vous parlez séries. Il y a une vidéo que j'essaie de préparer depuis un moment, mais je trouve pas forcément le temps de le faire, ni le temps de m'y consacrer, parce que je sais qu'il me faudra au moins 1 mois pour la faire. J'avais sorti une vidéo, le problème de Rian Johnson. J'aurais souhaité faire une vidéo, le problème de Guy Ritchie, qui a une filmographie qui est ultra intéressante. Si vous connaissez pas, c'est le gars qui a fait les Sherlock Holmes, qui a fait plein d'autres trucs depuis, et j'aurais bien aimé m'y intéresser. Comme quoi, il y a plein de projets, mais voilà. Est-ce que vous préférez j'essaie de sortir des vidéos plus souvent, un peu moins travaillées, qui sont un peu plus au tac au tac, ou est-ce que je peux prendre le temps de faire des vidéos plus longues, plus travaillées, mais du coup, un peu moins régulier. Enfin voilà, merci d'avoir écouté ça, merci encore à vous tous d'être là, de me suivre encore, parce que bon, à ce stade de la vidéo, comment ça se fait que vous êtes encore là? Parce que, après la zone spoiler, généralement ceux qui n'ont pas vu le film, ils vont pas regarder. Mais enfin bon, ciao. Allez, qu'est-ce que je fais? Je refais mon outro? Miaou. Bon bye bye. À la prochaine.